terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Voilà. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h03 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkov qui reçoit aujourd'hui Patrice Franceschi qui vient nous voir pour son nouveau livre Croire et agir pour en finir avec l'impuissance européenne. C'est publié aux éditions Plomb. Bonjour Patrice Franceschi. Bonjour. Patrice Franceschi, on l'a vu sur tous les fronts, on le connaît, on l'a vu sur tous les fronts, que ce soit les fronts kurdes, un moment, et à plusieurs reprises, avec tout ce qu'il y a eu en Syrie, en Irak et ailleurs. On l'a vu on l'a vu en Amérique du Sud, on l'a vu partout, on l'a vu faire le tour du monde avec la boudeuse, son bateau. On l'a vu effectivement sur les fronts non seulement de la guerre, mais du voyage, de l'exploration et surtout de la curiosité, de voir d'autres peuples, d'autres civilisations, etc. Et puis il a écrit beaucoup de livres et on l'a reçu souvent et toujours avec plaisir. Et là, Patrice Franceschi, vous sortez Croire et agir pour en finir avec l'impuissance européenne. Vaste programme, travail d'Hercule, mais vous faites quelque chose d'intéressant. Parce que vous dites, alors jusqu'à présent, nous avons effectivement surtout entendu les partisans de l'Europe telle qu'elle est, de l'Union européenne, de Ursula von der Leyen à Emmanuel Macron, en passant par Olaf Scholz et tous les autres, tous les problèmes qui se passent. Et puis, il y a ceux qui veulent absolument quitter. L'Angleterre est partie avec le Brexit. Il y a beaucoup de gens qui sont pour le Frexit, que pour la France quitte effectivement cette Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis ceux qui sont aussi pour le Bruxit, carrément, pour l'atomisation de Bruxelles. Enfin, je parle de Bruxelles, non pas la ville, non pas la capitale belge, mais effectivement la capitale administrative de l'Europe. Et vous dites, Patrice Franceschi, vous rappelez, d'ailleurs c'est Victor Hugo qui l'a dit le premier, c'est une bonne référence, les États-Unis d'Europe. Alors, ces États-Unis d'Europe, on va ensuite parler du fait, est-ce que c'est utopique ou pas, mais pour le moment, je voudrais que vous expliquiez, vous dites, il y a un patriotisme européen à faire vivre, et vous dites, moi je me sens corse, et j'assume total, je me sens français, et j'assume total, et je me sens européen, et aucune de ces dimensions ne doit disparaître au profit de l'autre. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Alors, vous êtes allé à l'essentiel en parlant d'États-Unis d'Europe. Parce qu'il y a plusieurs problèmes dans le seul fait du fédéralisme. Aujourd'hui, quand on nous dit que l'Europe se fédéralise, l'Union européenne se fédéralise, ça n'a aucun sens, ce n'est pas du tout le cas. Une fédération, ça n'est pas ça. Oui. C'est quoi, parce que beaucoup disent on veut un État européen, Mario Draghi, Emmanuel Macron, etc. Non, mais c'est un État européen issu de l'Union européenne qui est une entité, et c'est son péché de jeunesse, économique. Ça n'a jamais été une Europe politique, surtout et purement économique. Bon, à partir de là, rien ne peut se faire politiquement. Par exemple, une Europe de la défense, ça fait 40 ans qu'on en parle, on n'est pas près de l'avoir. C'est impossible, il faut faire une Europe politique. Une Europe politique, c'est une Europe réellement fédérale, comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Inde, qui je le rappelle est une fédération, l'Union indienne, comme le Brésil, etc. Et quand on parle de fédéralisme, de tendance vers le fédéralisme de l'Union européenne, c'est faux, c'est une tendance plutôt de concentration de pouvoir dans une Union européenne économique par des gens qui, pour la plupart, sauf au Parlement, n'ont pas été élus. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Commission européenne. Ça n'a rien à voir avec un véritable fédéralisme. Donc ça, c'est pour remettre les mots à leur juste place. Et enfin, le point principal, c'est que si on veut bien ôter notre regard de notre seul nombril, dans le monde tel qu'il vient. Tout à l'heure, vous parliez de Françoise Hardy. Et il y avait une de ses chansons, et je vous dis, c'était de l'époque de l'insouciance. C'était l'époque où le monde, finalement, partagé entre deux blocs, était à peu près équilibré, et où tout allait à peu près bien. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Le monde, et chacun le voit, est de plus en plus dangereux, de plus en plus violent. La montée des périls, comme dans les années 30 en Europe, mais cette fois-ci dans le monde entier, bien avec sûr. Des États totalitaires, comme la Chine ou comme la Corée du Nord, des États autoritaires ou dictatoriaux comme l'Iran, la Syrie et la Turquie, et j'en passe, fait que ce monde a totalement changé. Et la montée des intégrismes. Et des intégrismes, tout ce que l'on veut. Le monde devient vraiment volatile, dangereux, fugace et imprévisible. Et dans ce monde extrêmement dangereux, et qui ne cessera de l'être, franchement, pour nous autres Européens occidentaux, les seuls derniers États démocratiques du monde,
franchement, l'heure est à l'union et pas à la désunion. Surtout pas. Ce serait faire le jeu vraiment de nos adversaires. Et l'union, elle ne peut être que politique, donc de rebâtir un projet fédéral européen qui a fait, quand les États-Unis d'Amérique l'ont fait, leur puissance. Vous savez, individuellement ou collectivement, on n'existe que par rapport à sa puissance et à rien d'autre. Et le rapport de force. Le rapport de force. Terme, oui. C'est comme ça l'histoire. Je ne porte pas un jugement en disant ça. Je me borne à faire un état des lieux, à constater des faits. Et par conséquent, il devient de plus en plus urgent de corriger le péché d'origine de l'Europe, l'Union européenne, en bâtissant une fédération politique dans une même civilisation. Quand vous parlez de Victor Hugo avant, moi aussi de Stefan Zweig et les autres, ils avaient compris longtemps avant, et même de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Tout ça est plus que jamais d'actualité. Sauf que, évidemment, dans la concurrence des pouvoirs, la pantomime dégueu de cette politique politicienne qu'on connaît en France et en Europe, ce qui compte, c'est la prise de pouvoir et pas le reste. Donc on a entendu, pendant toute la période des élections, pour l'Union européenne, contre l'Union européenne, et aucun autre projet alternatif. Donc personne, franchement, n'a compris là-dedans les enjeux à venir. Et ça, simplement, peut-être parce que moi, j'ai passé l'essentiel de mon existence dans des sociétés autres que la mienne, et dans toutes les guerres et toutes les révolutions depuis 40 ans. Y être engagé de l'Afghanistan à la Syrie, et je vois la montée des périls. Et je vois bien que la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il faut plus d'Europe en réalité, mais surtout pas de cette Europe, Union européenne. Et d'en croire et agir, franchement, j'essaie de corriger, moi n'appartenant à aucun parti, à aucune entité quelle qu'elle soit, ma parole étant totalement libre, de bâtir un projet comme philosophe politique d'une fédération européenne, les États-Unis d'Europe. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut faire comme ceux qui ont réussi, voilà, et les doubler, et pour permettre d'affronter tous les périls à venir. Donc, dans ce livre, je fais d'abord un état des lieux de ce qui existe actuellement, et des 8 grands défis qui nous attendent. Alors on va en parler des 8 grands défis, on va parler l'état des lieux, mais justement ce que vous dites, et c'est encore une fois un travail d'Hercule, parce que votre livre est plein, je dirais, de vœux pieux, mais on va voir si c'est possible de les acter. Alors vous dites effectivement repassionner la politique. C'est très important et on voit qu'aujourd'hui c'est compliqué. Vous parlez de conviction, qu'est-ce qu'il faut? Vous dites, et vous martelez ça, conviction, vision, courage. Ça c'est l'état de l'homme politique normal. Oui, ce sont les vertus, oui, on les voit. Je dirais que ce sont les vertus du monde, on ne peut pas dire que ce sont les mieux partagées pour le moment, hein, franchement. Vous savez, si l'éthique c'est le gouvernement de soi, le politique c'est le gouvernement de la cité. Oui. Et les deux doivent être, depuis Aristote on le sait, entièrement mêlés si on va avoir de vrais résultats. Nous avons démêlé, refusant de mélanger tout ça. Par conséquent, on est arrivé là où nous sommes. Et il faut c'est pas mettre glorieux de côté. pour le moment. C'est pas glorieux. Et ils sont tous responsables depuis 40-50 ans, les uns et les autres. Et il faut arrêter aussi avec la rhétorique de l'impossible. Les grandes difficultés, on ne veut voir que les obstacles pour mener au but, alors on renonce, comme un cheval qui, devant l'obstacle, le refuse. En réalité, l'heure est si grave. Et bâtir, tel qu'on peut le projeter, les États-Unis d'Europe, ça prendra au moins le temps d'une vie humaine, au moins 3 ou 4 générations. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. La rhétorique de l'impossible... Oui, il faut penser sur 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus. Et même davantage que ça. Et même 50 ans, oui. Or, nos adversaires, la Chine, la Turquie, etc., pensent sur ce temps long, parce que ce sont des dictatures, ou des États autoritaires ou totalitaires, où les dirigeants sont là pour très longtemps. Nous, on change rapidement, et au fond, ce qu'a fait le précédent, il faut l'éliminer pour montrer qu'on peut faire soi-même beaucoup mieux, et il n'y a pas de politique réellement sur le temps long. Ça fait partie des faiblesses de la démocratie bien connues. Mais il faut s'en séparer. Il faut des hommes politiques qui, ayant le courage, la vision et les convictions, se disent, au fond, ce que je veux engager, je n'en verrai peut-être pas le résultat, mais j'aurai au moins marqué l'histoire et changé quelque chose. Or, aujourd'hui, tout le monde veut des résultats demain matin. Tous ces défauts, nous les connaissons tous. Oui, mais le problème, vous le dites très bien, juste, Patrice Franceschi, vous savez, c'est Churchill qui disait, la différence entre un homme d'État et un politicien, c'est que l'homme d'État pense aux futures générations et le politicien à sa réélection. Oui. Or, où sont les hommes d'État? Où sont les hommes d'État? Justement... Ou les femmes d'État, d'ailleurs. Oui. Ce dont on n'a plus besoin disparaît. Dans une société comme la nôtre, nous habitons la part protégée du monde, pour encore quelques temps, je l'espère. Nous n'avons plus rien eu à affronter de sérieux depuis à peu près De Gaulle. Et donc, le courage, par exemple, a disparu puisqu'on n'en avait plus besoin. Oui. La plupart des gens qui nous dirigent... Vous en parlez, d'ailleurs. Eh oui, la plupart des gens qui nous dirigent, et c'est pas de leur faute,
sont trop jeunes pour avoir connu l'infortune et l'adversité que leurs prédécesseurs avaient connues et les avaient forgées. Leur avaient donné du caractère, une colonne vertébrale et des convictions et du courage. Ce par quoi ils étaient passés leur permettait d'affronter des difficultés immenses. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est comme ça. La plupart de nos hommes politiques ne savent même pas ce que veut dire recevoir une baffe. Ils ont vécu dans la soie. Ils ne savent pas ce qu'est la faim, la souffrance et le reste, que les autres connaissaient. C'est pas de leur faute. Mais ça leur permet pas de comprendre réellement le monde tel qu'il est et d'être trop coupés de la réalité des choses et de vivre souvent dans une falsification du réel parce qu'effectivement, les perspectives de réélection sont plus importantes qu'autre chose. On a vu quoi? J'ai le pouvoir, je veux le garder, je l'ai pas, je veux le prendre. Et tous les coups sont bons. Franchement, pour un pays comme le nôtre, c'est pas ce qu'il faut. Mais c'est pas ce qu'il faut. Chacun le sait. On va continuer à en parler. On va continuer à parler Patrice Franceschi après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Croire et agir. Et oui, croire c'est bien, agir, une fois qu'on a réfléchi, c'est peut-être mieux. En tout cas, c'est le titre du livre de Patrice Franceschi paru chez Plomb. Et par rapport à ce que vous disiez, l'expérience de la guerre, etc. Vous dites dans votre livre, c'est un paragraphe que je voudrais effectivement faire lire à nos auditeurs, à qui je conseille vraiment de lire ce livre. Et vous savez que je ne reçois ici que les gens qui nous intéressent avec des livres qui amènent quelque chose. Sinon, c'est pas la peine de perdre son temps et son énergie à critiquer. Il y a autre chose à faire et il y a plusieurs gens à faire. Alors, dans votre livre, Patrice Franceschi, vous dites, si l'on veut un exemple largement symptomatique de cette mutation des sensibilités, en voici un. Dans la seule journée du 27 août 1914, 27 000 soldats français sont tués pour contenir l'invasion allemande. Poincaré ne bouge pas de son bureau. En août 2008, une trentaine de nos soldats tombent dans l'embuscade d'Uzbin en Afghanistan. Sarkozy se déplace en personne là-bas. Des hommages sont rendus à nos combattants dans la cour des Invalides. On dispose des bougies aux fenêtres. Des discours à la nation blessée sont prononcés avec consternation. Tout est dit. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, ces bougies, on comprend et on comprend et on salue le courage des soldats ou d'autres qui ont fait leur devoir. Mais effectivement, là, ce n'est plus du tout. En fait, c'est plus qu'une mutation, c'est vraiment, un changement qualitatif, un saut qualitatif. Oui, un changement très anthropologique, mais qui est dû simplement à la parenthèse des 80 ans de paix, de prospérité qu'on a connue. Tant mieux, et oui, tant mieux. Sûr, ouais. Voilà, mais ça a eu des conséquences dont il faut prendre conscience pour l'avenir. Dans Croire et agir, avant de passer à la partie pratique dans la deuxième partie du livre, qui est comment bâtir les États-Unis d'Europe, c'est de retrouver une puissance qui nous permettra les trois choses importantes. 1, vivre en liberté. 2, en paix. Et 3, en prospérité. Car ça, c'est un objectif politique, métapolitique, que les hommes politiques devraient avoir avant de passer au programme politique lui-même. Ça, c'est un projet de société. Et donc, j'analyse un petit peu avant, au fond, ce qui nous est arrivé depuis 80 ans. Il y a, entre autres, cette mutation des sensibilités qui fait qu'aujourd'hui, les dangers de la guerre qui se rapprochent, et quand même, franchement, la guerre en Ukraine, c'est le dernier avertissement. C'est en Europe, pas l'Ukraine. L'Ukraine, c'est en Europe, oui. Voilà, et il ne faut pas que ça arrive chez nous, mais il est déjà bien tard, et que la mutation des sensibilités que nous avons connues, dont je donnais cet exemple, qui est frappant et qui ne veut pas dire qu'on a un mépris pour la vie humaine, simplement, on savait encaisser des choses quand ça valait la peine, rester libre contre les Allemands en 14, permettait de surmonter ces obstacles, de retrouver le sens du tragique de la vie, qui permet justement de surmonter les obstacles et de faire face, et au final de gagner. Aujourd'hui, on en est très loin. Et c'est vrai que rien nous effraie. On a peur de tout, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire, etc. C'est devenu comme ça. Et on entretient la peur. Vous avez vu les narratifs, que ce soit sur la santé, le climat, l'Ukraine, tout ça. L'infantilisation dans laquelle on nous pousse petit à petit, la bureaucratisation de nos vies dans laquelle on nous pousse petit à petit, la société de surveillance généralisée dans laquelle on entre petit à petit, jusqu'à ce qu'à la fin les gens se disent c'est comme ça et se résignent. Ça fait partie de ces mutations. Oui, on ne peut rien faire d'autre, c'est comme ça. Oui. Ça fait partie de ces mutations, et on retrouve à ce moment-là la vieille idée que la servitude volontaire, on le sait depuis la Boétie, et ça date,
est finalement une des tendances naturelles des gens. Moi, ce qui m'effraie le plus là-dedans, c'est que notre volonté de vivre libre s'est beaucoup érodée collectivement. Dire comme jadis, dans les grandes difficultés, la liberté ou la mort, Manouchian au Panthéon, c'est quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour. Ce n'est même plus un discours audible. Ouais. Tout pour la sécurité et rien pour la liberté, c'est finalement la tendance générale. À partir de là, on ne sera pas à même, vu ces mutations de la sensibilité et tout le reste dont je parle avant, l'état des lieux, pas capable d'affronter les 8 grands défis qui nous attendent, qui est la deuxième partie de cet état des lieux, pour le futur. D'où le projet d'États-Unis d'Europe. Et au fond, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Que sommes-nous en Europe ? Mais nous sommes d'abord une grande civilisation occidentale, il faut le rappeler, de l'Atlantique à l'Oural. C'est pas si mal, on a un bagage collectif dont on peut faire quelque chose. Juste, je vous arrête là-dessus sur cette phrase. Soyons clairs, Patrice Franceschis, vous dites, au fond, d'ailleurs, Poutine le voulait dans les années 2000, vous dites que la Russie devrait rejoindre l'Europe, quelque part. Dans des États-Unis d'Europe. Dans les États-Unis d'Europe, c'est ça, oui. Évidemment que oui. Et Poutine nous a fait perdre au moins 2 ou 3 générations à cause de ça. Parce qu'on peut être pour la Russie. À cause de lui ou à cause des autres ? Les autres, mais en tout cas, c'est lui qui a fait la guerre. C'est lui qui est allé au final de ça, et il doit être condamné pour ça, parce qu'il retarde ce projet européen d'au moins plusieurs générations. Ça ne va pas s'arranger avant très longtemps. Oui, mais personne ne voulait de la Russie au départ. Oui, mais c'était une erreur, sans doute. Il fallait profiter au moment de la chute de l'Union soviétique. Parce qu'on pouvait le faire à ce moment-là. Voilà, mais on a perdu 25 ans, 30 ans dans cette affaire. Donc cette Europe civilisationnelle est un bagage dont on peut faire quelque chose. Face à des gens, les Turcs, les Iraniens, les Chinois, et j'en passe, qui nous haïssent pour ce que nous sommes. C'est-à-dire une civilisation très ancienne, qui a dominé le monde, c'est comme ça pendant des siècles, et qui surtout est démocratique. Les derniers espaces de démocratie sont dans ces États-là, auxquels il faut rajouter le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et quelques autres. Et puis les États-Unis quand même. Bien sûr, ils font partie ça, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Tout ça, c'est un même univers culturel, civilisationnel, dont on peut faire quelque chose et dont on n'a rien fait politiquement, si c'était des désunions constantes. Il faut absolument réunir tout ça. Donc, l'enjeu est important, il est même capital, et au fond, on n'a pas d'alternative. Et comme ça va prendre très longtemps, on ne va pas faire les États-Unis d'Europe, il faut commencer tout de suite. Mais celui qui commencera, celui qui décidera d'orienter l'Europe vers cette autre Europe, il doit avoir le courage de se dire, je n'en verrai pas la résolution finale. Surtout, Patrice Franceschis, parlons-en. C'est que vous parlez des défis. Et c'est pas les défis, ce sont des murailles de Chine. Enfin, en tout cas, il faut le savoir. Il y en a 8 vous parlez du transhumanisme, vous parlez effectivement de l'islamisme, parce que il y a ça, vous dites d'ailleurs, très justement, à un moment donné, vous dites, à un moment donné, effectivement, il y a des civilisations, le choc des civilisations dont parlait Huntington, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des valeurs totalement différentes, et ils sont très sincèrement persuadés d'avoir des valeurs supérieures à la nôtre. Mais quand je parle du transhumanisme, beaucoup de gens vont nous dire, mais le transhumanisme, ce n'est pas une affaire politique. Mais bien sûr, c'est une affaire politique au sens politique de la cité. Ce n'est pas une affaire politique au sens politicien. Mais ça nous menace tout autant, et là ça vient des États-Unis, de gens qui ont une culture, une vision du monde et de l'homme radicalement opposée à notre humanisme traditionnel, considérant que l'homme a fait son temps et qu'il faut en bâtir un autre, le transhumaniste, tout ça. Mais c'est comme l'islamisme, je veux dire, c'est un défi tout aussi important, de la même manière que le crime organisé, qui est devenu un crime mondialisé, de la même manière que les guerres mondiales sont moins à craindre que la guerre mondialisée qui nous attend, et ainsi de suite. Il y en a 8 très importants. Si on ne les voit pas, si on ne les pose pas, on ne peut pas bâtir un projet politique pour y faire face. Or, moi j'ai constaté que nos hommes politiques n'en parlent jamais. La société de surveillance généralisée dans laquelle on est entré, et qu'il ne va pas regarder. Concrètement, ça veut dire quoi ? Le QR code, là, pendant les Jeux Olympiques. Oui. Le QR code qui avait été imaginé pour nous contrôler au moment du Covid. Tout ça va nous faire entrer dans une nouvelle ère où les libertés seront d'apparence et non plus réelles. On n'aura pas le choix d'être contrôlé, surveillé, suivi, et tout ça. Et ce n'est pas du tout du complotisme que de dire ça. Nous le vivons tous les jours. Et on n'en a pas vu la fin. L'arrivée de l'intelligence artificielle générative, là aussi, c'est quelque chose qui, au niveau de la rupture anthropologique que nous allons connaître, va être colossale. Qui en parle pour le dire réellement entre avantages et inconvénients de manière très paisible. Ça ne fait pas partie des choses politiques dont les hommes politiques parlent, alors que c'est fondamentalement
politique. Bah, c'est ça la politique. C'est ça, la vraie c'est politique. Ça que devrait être la politique. La vraie politique. Et pas la politique politicienne. Donc ces défis, il faut les relever. Il y a l'islamisme aussi dedans. Franchement, pour l'avoir combattu sur le terrain pendant très longtemps, je sais de quoi je parle. Il fait partie des 8 défis, par exemple. Il faut déjà... Il fait partie des 8 défis. Si vous voulez, on peut prendre celui-là. Mais les autres sont tout aussi importants. Non, mais je suis d'accord. L'islamisme, c'est quoi? Ce sont des gens qui considèrent que la démocratie, la plus grave insulte que l'on puisse faire à Dieu, puisque c'est la décision des hommes de se gouverner eux-mêmes et de ne pas obéir au gouvernement divin, tel qu'il a été dit dans un livre, le Coran par là. La grande problématique des islamistes, c'est que nous avons laissé faire ces islamistes contre les musulmans pendant une 40aine d'années. Alors que leur première reconquête, que ce soit en France, en Europe ou sur le terrain, en Égypte, en Syrie et tout, a été de reconquérir les musulmans qui, à leurs yeux, n'étaient pas assez musulmans. Et nous avons laissé ces musulmans entre les mains de ces islamistes, en France notamment. Il faut corriger le tir. Alors, de temps en temps, il y a un petit énervement, on fait quelque chose. Et puis surtout, il faut corriger le tir avec les sponsors, entre guillemets, de ces islamistes. Les Turcs. Les menées turques en France, dans la communauté turque, c'est incroyable qu'on laisse faire ça. Les Qataris. Les Qataris, oui. Les Saoudiens. Il faut peut-être se rappeler que ce ne sont pas nos amis quand ils agissent contre nos intérêts sur les populations musulmanes vivant en Europe. Et qui, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à l'arrivée des islamistes, à partir de 1979, ne posaient aucun problème. Bien sûr. Bon. Absolument. Puis on a vu le résultat après les changements. En Syrie, par exemple, avec les Kurdes, je rappelle que, par exemple, sur l'expérience depuis 12 ans de mon combat avec les Kurdes en Syrie, qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, les islamistes, c'était surtout Daesh, et de l'autre côté, une coalition de quoi? De chrétiens, de Kurdes et de musulmans. À Raqqa, pendant la grande bataille de Raqqa, je veux dire, j'étais au milieu de musulmans, de chrétiens et de Kurdes contre les islamistes. Là, on ne peut pas me raconter l'histoire. Il y a un tas de musulmans, là-bas comme ici, qui ne veulent pas les islamistes. Je les ai vus au combat. Donc, par conséquent, il faut soutenir ces musulmans, voilà, contre les intégristes et fanatiques, voilà. Enfin, les islamistes. Dont ils sont les premières cibles. Le nombre de mosquées soufis, par exemple, que j'ai vues en Syrie détruites par les islamistes, par Daesh ou Al-Qaïda ou Al-Nosra, était considérable. Donc, tout ça est assez complexe, mais pour gagner, il faut rentrer dans cette complexité. Et en tout cas, il faut effectivement s'attaquer à ces défis, les défis dont vous parlez, et puis il y a d'autres. Et on va en parler d'un des 8 défis qu'il ne faut pas oublier, qui est le défi climatique. Voilà. On va en parler aussi, absolument. Mais on va en parler après cette petite pause. Et puis, je crois que nous aurons des auditeurs. Oui, vous aurez la parole évidemment 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à Patrice Franceschi, qui est notre invité jusqu'à 14h. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Patrice Franceschi, ces États-Unis Europe que vous appelez de vos voeux, il faut bien comprendre qu'ils n'appliquent pas la disparition de la France ou du sentiment français ou de la société française. Au contraire, c'est leur renforcement. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que vous écrivez dans votre livre à un moment donné, notre code civil a ainsi été oublié comme on laisse un champ jachère. Il affirme pourtant, nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française. Bon, on en est loin, dis donc. On n'applique pas les choses que nous avions appliquées à une époque et qui sont... Mais vous savez, de ce point de vue-là, être français dépend de plein d'autres choses. Je me sens beaucoup plus proche de Kurdes, d'Afghans, qui aiment la France, avec qui on a combattu, que de Français, comme on dirait de souche, qui n'aiment pas la France et qui pourraient être exclus de cette assimilation. Donc là aussi, on est dans une affaire assez complexe. Il n'empêche que, quand je parle, et pour le rappeler, d'États-Unis d'Europe, par rapport au fait d'être français, le seul moyen de continuer à demeurer français tel que nous le concevons, ou nous souhaitons, c'est de nous allier avec nos alliés naturels de la même civilisation européenne, en bâtissant une Europe politique et les États-Unis d'Europe. Prenons un exemple, très simple, parce que les gens souvent ne regardent pas ailleurs que chez eux. Prenons l'Inde, qui est une fédération, ça s'appelle l'Union indienne.
État fédéral, avec des peuples infiniment plus différents que ceux de l'Europe, entre quelqu'un de l'Arunachal Pradesh à l'est et, je ne sais pas, les gens de Rajasthan, etc. Ni les mêmes langues, ni les mêmes... Rien du tout. Et pourtant, ils appartiennent au même pays et ils ont pu conserver, grâce à la puissance procurée par cet État fédéral, leurs particularités, leur langue et tout ça. Et sur les billets de banque indiens, il y a 11 langues. C'est même officiel. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont acquis leur puissance et qui ne cessera de grandir et ils vont devenir demain non seulement les rivaux des Chinois, mais peut-être au-dessus. Et donc par conséquent, penser qu'un État fédéral, c'est la disparition de ces peuples, ça pourrait l'être pour ceux qui voudraient. Mais ceux qui ne le veulent pas, au contraire, peuvent perdurer dans leur identité régionale, étatique, régionale ou locale. C'est le seul moyen de se défendre. Et de toute façon, dans l'état du monde tel qu'il vient, il n'y aura pas le choix. On va très peu compter, nous Français. Combien on est ? 67 millions ? Et le monde, bientôt à 10 milliards. Franchement, il faut aussi regarder les rapports de force. Oui, mais alors justement, Patrice Franceschi, justement, encore faut-il s'aimer. Les hindous, je ne sais pas s'ils s'aiment. Les Américains, ils s'aiment, avec un S apostrophe, bien sûr, pas semé. Mais les Français, on a l'impression, quelquefois, qu'il y a une espèce de haine ou de... Qu'il y ait en France, et en gros dans toute l'Europe, Depuis dans toute l'Europe d'ailleurs. Depuis déjà de nombreuses générations, un désamour de soi, une mésestime de soi, individuelle et collective, oui, ça fait partie des choses absolument incroyables qui nous sont arrivées partout ailleurs dans le monde. Je peux vous assurer qu'on soit en Inde, au Chili, en Turquie ou ailleurs, on s'aime. Oui, et même parfois trop. Voilà. Oui, l'épaisseur du nationalisme turc, il faut le mesurer dans l'Anatolie. Bon, nous on a fait exactement l'inverse. On a les fameuses théories de la déconstruction, qui sont en fait des théories de la démolition. Ça fait partie de nos maladies viscérales qu'il faudra bien un jour corriger. Vous savez, infantile. Il n'y a pas de peuple innocent. Si on regarde, la France, c'est le colonialisme, l'esclavagisme, mais qui n'a pas été colonialiste à une époque? Qui n'a pas été esclavagiste à une époque? Qui n'a pas fait traite négrière, Mais au regard de l'histoire, il n'y a pas de peuple innocent. Tout le monde a été un jour ou l'autre colonisé et a été un jour ou l'autre colonisateur. Et puis après, le temps passe et ainsi de suite. Nous, après tout, si je parle de la France, les Gaulois ont été colonisés quand même par les Romains. Et nous sommes devenus ce que nous sommes devenus après cette colonisation. Est-ce que moi j'en veux aux Italiens d'aujourd'hui de ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Ou est-ce que j'en veux aux Allemands d'aujourd'hui du nombre de Franceschi sur le monument aux morts de mon village, qui ont été tués par les Allemands? Le jeune Allemand de 20 ans, il n'est pas responsable de ça. Vous savez, la culpabilité dans ces cas-là, elle n'est ni héréditaire, ni collective. Si elle est héréditaire et collective, on retourne dans des pays où la pensée magique. Et vous parlez de la victime, on est devenu la concurrence victimaire. On a mis la victime au fronton. Tout ça, on le sait, mais c'est vrai que si on additionne ces maladies, on n'est pas prêt de s'en sortir. La concurrence, vous savez, à une époque, être victime, on le cachait. Mais dans d'autres peuples, prenons le cas des Kurdes, des femmes kurdes combattantes, elles pourraient prétendre être les plus grandes victimes de la région. Vu les massacres, elles refusent ce statut de victime, elles combattent, et c'est la raison pour laquelle, comme elles refusent le statut de victime, mais celle de femmes combattantes pour la liberté, elles n'ont jamais été soutenues par les mouvements féministes en France. On va pas soutenir des gens qui combattent. C'est dingue. Tout ça, c'est un renversement des valeurs assez incroyable. Et si vous allez voir, après la panthéonisation de Manouchian au Panthéon, là, le petit exposé, l'exposition à l'entrée avant le tombeau de Manouchian, elle dit tout de ce que nous avons su être et que nous ne sommes plus. Ouais. Et la réalité du monde, en quelques années, a changé. Il faut redevenir comme étaient les Manouchian et compagnie. Des Français par préférence, en plus, et qui savaient pourquoi ils se battaient, pourquoi ils vivaient. La fiche rouge de Léo Ferré et Aragon. Et encore une fois, oui, je ne fais pas de politique politicienne là-dedans, c'est-à-dire je ne juge pas Manouchian parce qu'il était communiste, quoi, peu importe. C'est métapolitique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'époque, qu'on soit communiste, gaulliste ou quoi, la liberté comptait davantage que la mort, et ce sont des gens qui ont payé. Vous savez ce que c'était le camp de la liberté à l'époque. Bon, c'était la liberté ou la mort. Et tout ça, si on ne le redevient pas, on n'affrontera pas les 8 grands défis qui nous attendent, et nos hommes politiques n'en parlent jamais de ces défis. On a entendu quoi sur l'Europe pendant cette campagne électorale? Alors, les disputes pour ou contre l'Union européenne, bien sûr, mais après, c'était quoi? On va se disputer sur les normes de la taille des carottes et des navets, sur un taux de TVA de ceci ou de cela. Mais franchement, ce sont des broutilles par rapport à ce qui nous attend. Mais parce qu'on a fait, comme vous dites, l'Europe de l'économie et pas l'Europe des civilisations. Et dont personne ne parle, politique, d'ailleurs. Donc, le chantier est à refaire entièrement, et comme il sera très long, il faut commencer très vite. Eh bien, écoutez, on va commencer déjà par écouter nos auditeurs. Oui, c'est Richard qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour.
Ouais, en fait, je vous écoute. En fait, je suis assez surpris parce que l'Europe qu'on a aujourd'hui, elle nous a pas protégé d'une immigration, on va dire, invasive, pour faire clair, pas du tout assimilée. Elle nous protège pas des risques de conflit, puisque elle va se retrouver avec des pays qui sont en limite de l'Europe, qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes, la même histoire conflictuelle vis-à-vis d'autres États. On voit qu'économiquement, on est dans le creux de la vague. On voit qu'on est aligné sur les US. On voit qu'on a un déni de démocratie déjà au moment de la Constitution européenne avec le référendum, et aujourd'hui avec des commissaires qui sont indélogeables, même si c'est un changement de gouvernement dans le pays. Donc en fait, le cauchemar d'aujourd'hui, qu'est l'Europe aujourd'hui, vous nous dites si on en met plus, ça deviendra le rêve de demain. C'est un tour de passe-passe, je n'arrive pas à comprendre. Je vous réponds tout de suite. Oui. Il ne s'agit pas d'en mettre plus dans l'Europe telle qu'elle est, l'Europe économique de l'Union européenne. Il faut changer d'Europe et construire une Europe politique. C'est ça le discours. Mais il faut détruire. Alors, attendez, à la fin, il n'y aura plus d'Union européenne. Il n'y aura plus d'Union européenne telle qu'elle est. Il faut la détruire. Alors, dans le livre, dans la deuxième partie du livre, j'explique comment, sans forfanterie, on pourrait y arriver petit à petit, pays par pays. Un conglomérat de 3 pays qui commence, puis 4, et petit à petit on rentre dans les États-Unis d'Europe, tout en quittant petit à petit l'Union européenne, et à la fin, quand le processus s'est achevé, il y a les États-Unis d'Europe et plus d'Union européenne. Mais Patrice Franceski, vous ne dites pas comment on se débarrasse de la structure actuelle. Tout simplement, vous n'en parlez pas de ça. Non, mais si, en commençant, vous savez, je propose à un moment donné, il faudrait un chef d'État assez, comment dirais-je, différent de tous les autres, qu'il crée un ministère, le ministère des États-Unis d'Europe, qui serait le numéro 2 protocolairement, et qui aurait pour charge de convaincre 2 ou 3 pays de rejoindre la France pour la construction des États-Unis d'Europe, en parallèle au départ de l'Union européenne. Et une fois ce parallèle fait, une fois ces premiers conglomérats d'États construisant les États-Unis d'Europe, se séparant petit à petit et à proportion exacte de l'Union européenne, et puis un 5e État, un 6e, etc. Ce processus étant très long. Donc pour répondre à monsieur, il ne s'agit pas de rajouter quelque chose à l'Europe d'aujourd'hui. Tous les mots dont vous parlez, et qui sont réels, sont des mots dus à une Europe économique, qui est incapable de faire une politique, dans tous les sens où vous l'entendez. Richard, donc ça ne marchera pas. Vous voulez réagir? Non, il n'est plus là. Oui, Richard? Oui, je vous écoute. Oui, en fait, moi je vois, on a l'Europe des États-Unis. C'est pas les États-Unis d'Europe. Aujourd'hui, Van der Leyen est complètement aligné avec la politique des États-Unis. C'est ce qui nous vaut le positionnement qu'on a avec l'Ukraine. Et je pense j'espère que vous prévoyez un référendum pour les peuples qui voudraient bercer dans cette vision. Je pense que ce qui vous trouble, c'est le mot États-Unis. Bon. Et je l'ai choisi. Non, pas du tout, pas du tout. Il ne s'agit pas de faire les États-Unis d'Amérique. Non, c'est pas ce qu'il dit. Voilà. C'est pas ce qu'il dit. Simplement, si vous avez un jour, imaginons dans 100 ans, les États-Unis d'Europe sauront faire face aux États-Unis d'Amérique sur un plan égal, au moins, et par conséquent ne plus être à la traîne. Et effectivement, donc, très soumis. Il faut casser l'Europe d'aujourd'hui. Mais c'est ce que je dis depuis le départ. Ouais, mais je pense que c'est important. Il faut qu'on revienne à des États qui existent. Non. On ne peut unir que des États qui se respectent, sans démocratie reniée. Non, vous ne m'avez pas compris. Il ne faut pas revenir à des États isolés. Il faut construire une autre Europe qui sera politique et qui s'appellera les États-Unis d'Europe en remplacement de l'Union européenne. Voilà. Et c'est un long processus qui se fait en parallèle. On construit quelque chose tout en déconstruisant autre chose. Mais si vous revenez à une Europe éclatée, pays par pays, elle sera avalée, elle sera vassalisée très vite, parce qu'elle ne fera pas le poids devant les grandes puissances montantes, que ce soit la Chine, etc. Je suis d'accord, mais l'Europe d'aujourd'hui vous dessert. Mais bien entendu, elle va vous desservir dans votre projet. Mais l'Europe d'aujourd'hui n'est pas celle qu'il faut, c'est ce que je dis depuis le départ. Donc il n'y a pas, juste un mot pour aller un peu plus loin, pour approfondir, et la question de Richard, est-ce qu'il n'y a pas un passage pour passer d'un à l'autre, en sachant, et vous l'avez dit, vous l'avez répété, Patrice Franceski, que ça prend des décennies, c'est pas encore une fois, mais est-ce qu'il ne faut pas repasser par l'Europe des nations, et vu l'omnipotence absolue de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui? C'est un choix qui pourrait être fait, mais qui, dans une déconstruction à ce moment-là, sera une période de péril avant de faire les États-Unis d'Europe, qui sera de plusieurs décennies, et c'est vraiment pas le moment, avec la montée en puissance de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, de la Turquie, des BRICS, etc. Voilà. Malheureusement, il est trop tard pour cette solution, qui aurait pu être prise il y a 40 ans, par exemple. Mais
C'est trop tard. En fait, on est la situation est grave. Voilà. On va marquer une courte pause, André et Patrice, et puis on va revenir dans un instant. Il y aura Lila qui sera avec nous au 0826 300 300, et puis vous aurez la parole évidemment, 0826 300 300, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Croire et agir pour en finir avec l'impuissance européenne aux éditions Plomb. C'est le livre que vient d'écrire Patrice Franceschi, qui est notre invité jusqu'à 14h, et ça fait réagir du côté de Lyon, puisque c'est Lila qui est avec nous. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour monsieur Berkov. Merci à vous et à votre invité. Moi j'ai des choses qui me turlupinent. Oui. Je disais déjà c'est bien beau de parler d'Europe, mais plus on avance, plus on se rend compte en fait que c'est un peu le chacun pour soi. Il y a des années, je disais, mais il faudrait que l'Europe fasse très attention et s'occupe de l'Afrique pour ne pas laisser l'Afrique aux États-Unis, aux Chinois. Bon, bref, ça n'a pas été trop, voilà. Et je disais, les Africains, par exemple, les pays africains, ont les ressources sous terre, et la technologie, le matériel, c'est l'Europe. Et l'Europe aurait dû se dire, on va se centrer là-dessus. Bon, ça c'est la première chose. Mais surtout, je prenais conscience, je disais, mais pourquoi, au niveau européen, on regarde pas les forces et les qualités et tout ce que peut apporter chaque pays, et au lieu d'aller chercher des choses dans un marché extérieur à l'Europe, se dire qu'est-ce qu'on peut faire. La France amène ses compétences à un pays européen pareil amène, et en fait chacun, et en fait au départ c'est déjà se rendre fort. C'est comme dans une famille, chacun a des compétences et des qualités, on essaye de se dire bon, lui est en difficulté, on va tous se mettre et on va essayer, lui il peut nous vendre quelque chose dont on a regardé ce que fait monsieur Macron, il dit nous avons le truc nucléaire, nous avons l'armement. Ben, qu'est-ce qu'il a dit? C'est proposé pour dire aux Européens, en tout cas la France elle est là à vos côtés. Parce que quand je vois ce qui s'est passé notamment en Grèce, on a laissé dépouiller la Grèce. Il aurait fallu que l'Europe se dise on fait bloc pour voir tout ce qu'on peut faire pour ne pas laisser les Chinois débarquer, pour ne pas laisser un pays être vendu à... Voilà, d'accord, Lila. Oui, et ils l'ont pas fait. Oui, c'est ce que dit Lila. Voilà, c'est pour répondre à la question, européenne. voilà, pour répondre à Lila, par rapport à votre exemple de la famille, seule une Europe politique aurait pu engendrer ce que vous souhaitez. Mais une Europe économique, ce sont en général... imaginez une famille qui soit que économique. Chacun se fait les poches des autres. Ça ne marche pas. Le péché fondamental de l'Europe, encore une fois, je le répète, c'est de ne pas avoir fait à l'origine, il y a déjà un certain temps, une Europe politique, mais d'avoir fait une Europe économique. À partir de là, tout était biaisé sur les souhaits que vous portez. Et à aucun moment, on ne les verra agir tant que l'Europe sera l'Union européenne, c'est-à-dire une Europe économique. Merci répondre Lila. en résumant. On a Bruno qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Oui, je voulais intervenir parce que je suis pas du tout d'accord avec l'invité, parce que ça amène une structure centralisée, même politique, et finalement, on l'a bien vu, par exemple, pour le Covid, où tout le monde a été en coupe réglée, avec évidemment une propagande unique, et sauf justement quelques pays comme la Suède ont fait des choses différentes parce que justement, ils n'étaient pas sous l'égide d'un pouvoir centralisé, et moi ça me paraît extrêmement dangereux. D'ailleurs on le voit, les grandes tendances comme l'OMS qui veulent se mondialiser et avoir un impact mondial sur la santé, etc. Donc je pense au contraire, il faut que les gens restent autonomes, et par exemple si tout le monde avait refusé, les gens avaient refusé simplement le pass sanitaire ou le vaccin, eh ben ils tombaient comme un chapeau de cartes leur système. Alors, il me faudrait beaucoup de temps. Non, c'est la centralisation. Mais non, mais justement, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer à monsieur qu'un État fédéral n'est pas un État centralisé comme il le pense. L'Union européenne devient un État, une union de plus en plus centralisée parce que justement, elle n'est pas fédérale. C'est vrai, et on peut prendre des États-Unis d'Amérique, où chaque État a son autonomie. L'autonomie d'un État, on prend le cas des États-Unis d'Amérique, mais c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Inde. Leur autonomie est renforcée justement par l'État fédéral.
par le fait qu'il y a une fédération au-dessus. Donc en fait, je suis désolé, mais j'ai pas le temps ici d'expliquer les détails de ce qu'est une fédération, ou une confédération, si on voulait prendre l'exemple des Suisses, mais c'est justement la solution à une forme de décentralisation réelle et appliquée, État par État. Voilà. Ouais. Et en fait, justement, nous arrivons hélas, à la fin de cette émission, beaucoup de choses à dire, on en reparlera d'ailleurs. Mais je voudrais savoir, en fait, vous avez déjà écrit votre livre, dimanche il y a eu les élections européennes. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est l'exemple alors, je dirais, bon, ces élections, c'est pas qu'on est contre les élections. Enfin, là, aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'exemple du faux semblant, puisque tous les problèmes qu'on a abordés pendant cette conversation n'ont absolument pas été ni abordés, ni traités pendant cette campagne. Alors qu'ils sont fondamentaux, on est passé à côté, une fois de plus, des enjeux de l'avenir qui nous attendent. Pourquoi ? Pas un seul parti, pas un seul homme politique n'a un projet de société duquel découle un programme politique. Ils ont des programmes politiques sans projet de société en amont pour dire la direction qu'il faudra prendre, le programme politique étant uniquement la mise en œuvre technique du projet de société qui a été posé avant et qui tient compte des grands enjeux, de l'état des lieux où nous en sommes et des défis que nous avons à relever. C'est ça la politique, la vraie. Le gouvernement de la cité. Et on est passé entièrement à côté. C'était une campagne désolante. Comment vous expliquez? Franchement, je vais être très sévère dans ce cas-là. On n'a pas les hommes politiques à la hauteur des enjeux, c'est tout. Moi, je les regardais tous, mais vraiment d'un bout à l'autre du spectre, et je ne vois pas d'homme ou de femme politique qui a les épaules, la colonne vertébrale, le stock de convictions internes, et l'expérience du monde de la vie et des hommes lui permettant de relever les défis qui nous attendent. Donc on n'a vu que des enjeux de qui a le pouvoir, je le garde, et qui n'a pas le pouvoir, je le conquiers. C'est tout. Donc vraiment ce qu'on appelle de la politique politicienne, et c'était ça pour moi le plus dramatique. Aucun des vrais problèmes qui nous attendent, des vagues souterraines qui sont là et qui surgiront dans quelques temps, n'a été abordé. Voilà. Moi, ça reste pour moi non pas la grande surprise de ces élections, je m'y attendais quand même, mais la grande déception. Parce qu'on ne voit pas qui, dans le monde troublé qui nous attend, et le désarroi qui est dans les Français, qui pourra relever ces défis. Et de l'autre côté, je prends Erdogan, enfin les chefs d'État turcs, iraniens, chinois, russes, etc. Oui. Mais ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent. Ils se lèchent les babines. Et d'ailleurs, quand on lit leurs discours, qui s'occupe de lire les discours réellement, ou les projets de société de Xi Jinping, de Erdogan, etc. Peu de monde. Est-ce que nos hommes politiques les lisent? Mais tout y est écrit. Mein Kampf, c'était ce qu'avait écrit Hitler. Il reprochait beaucoup de choses à Hitler, sauf sa cohérence. Il avait tout dit 10 ans avant. Il avait dit ce qu'il faisait. Et ces gens-là écrivent toujours ce qu'ils veulent faire. Il suffit de lire leurs textes pour comprendre ce qui nous attend. Et pour eux, si on regarde leurs discours, surtout les discours pour leur population, pas les discours extérieurs. Bien sûr. Ils disent en gros quoi? Le monde maintenant est partagé entre les carnivores et les herbivores. Nous, on est les carnivores, les Européens et les Occidentaux sont les herbivores. Il n'y a plus qu'à les happer. C'est tout. À nous de redevenir des proies si difficiles à digérer que personne ne viendra tenter de nous digérer. Et c'est comme ça que la paix sera maintenue. Pas autrement. Donc une Europe de la défense, par exemple, si on regarde le réarmement mondial aujourd'hui de ces pays-là par rapport à nous, c'est franchement extrêmement inquiétant. Donc, Patrice Franceschi, si je vous écoute bien, nous devons devenir des raideurs indigestes. Nous devons redevenir ce que nous avons su être, c'est-à-dire dire la liberté ou la mort, ce que l'on préfère, être capable encore de le dire, savoir se battre pour ce à quoi on croit, avoir des objectifs très précis, par exemple dans l'ordre, vivre en liberté, dans la paix, et ensuite dans la prospérité. Ça, c'est un projet de société qui est métapolitique, il n'est ni de droite ni de gauche, mais il dit la direction qu'on veut prendre. Et après, tout le programme politique, tout ce que l'on fera sera en direction de ces trois choses-là. C'est valable pour la France comme pour les États-Unis d'Europe à venir. On attend les gens qui nous en parleront. C'est la grande déception de ces élections. Voilà, en attendant Godot, lisez le livre de Patrice Franceschi, Croire et agir. Pour en finir avec l'impuissance européenne, c'est aux éditions Plomb. Merci d'avoir été avec nous, Patrice Franceschi. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.